Salut les poolers et bienvenue à notre épisode spécial date limite des transactions de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé par Tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli, le camarade Fizet, et je suis toujours accompagné de mon co-animateur, le broker des blockbusters, le trafiquant des transactions, le peddler des pools, le dictateur de la date limite, Guillaume Bailo Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien. Merci de m'attribuer tous ces titres majestueux de dictateur et de tyran. Je vois que tu es dans l'air du temps. Ça peut être un gros trade deadline, fait que ça va bien. On avait peur d'avoir un épisode un peu fleuve là, de 2 heures et demie avec, dans les dernières années, il y avait une soixantaine de transactions par jour. C'est pas vers ça qu'on s'enligne. On va tenter d'être concis, mais hey, j'ai vraiment hâte à cet épisode-là. Par contre, il y a comme tellement d'actions, un échange a tellement un effet domino sur tous les autres joueurs par la suite. C'est quand même vraiment, vraiment excitant. Puis il y a certaines équipes qui ont fait plus qu'une transaction. Fait que ça donne encore plus d'effet, là, je pense, aux joueurs qui les entourent. Très hâte de rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, épisode sur la date limite des transactions. Aujourd'hui, on va pas vous dire c'est qui les vainqueurs ou les losers de cette date limite. Ce qu'on va analyser, c'est qu'est-ce que ça va donner sur la production des joueurs pour votre pool. Fait que ça va être quoi les incidences pour votre pool, puis non seulement pour les joueurs qui ont été échangés, mais aussi les joueurs qui vont être impactés, comme tu as dit, ceux qui vont être victimes du domino effect. Qu'est-ce qui va arriver à, je sais pas moi, à Vincent Trocheck? Alexis Lafrenière va-tu avoir plus de minutes avec les Rangers maintenant que Panarin est parti? Va-tu moins bien jouer parce que Panarin est parti? On va tout analyser ça aujourd'hui en passant les plus grandes transactions par transaction qui se sont passées. Fait qu'on on va peut-être pas parler des petites transactions là, de Tanner Pearson qui a été échangé. Fait qu'on va parler des plus importantes. Mais tu l'as mentionné, il y a eu pas tellement de transactions cette saison en 2025-2026, mais il y a une équipe qui n'a pas transigé. Fait que petit segment quand même sur les Canadiens de Montréal. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Écoute, les Canadiens qui ont pas fait de transaction, est-ce que pour toi, justement, ça n'aura pas d'effet sur les joueurs des Canadiens avec nos pools de hockey? Qu'est-ce que ça va faire? Ça ne devrait pas avoir d'effet parce qu'il n'y a pas eu de mouvement. Ce qui est particulier avec Montréal, c'est que c'est la seule équipe de la Ligue nationale à n'avoir fait aucune transaction en 2026. Je comprends qu'il y a eu la longue pause là, des Olympiques, mais quand même, depuis janvier, le Canadien n'a fait aucun mouvement. Son dernier date du 19 décembre, lorsqu'ils ont donné un choix de deuxième ronde pour Philippe Danault. Je veux dire, l'acquisition, la signature d'Alex Texier date de novembre. Donc, c'est pas mal juste ça que le Canadien a fait. Tu vas me dire que Danault pour un choix de deux, c'est pas mal ça aurait pu être fait à la date limite des transactions, mais c'est la seule équipe qui n'a pas bougé. Pour le meilleur et pour le pire, je pense que c'est mieux de ne pas bouger que d'échanger un choix de première ronde pour un joueur de location. Dans la position du Canadien, je pense qu'ils ont bien fait. Tu as des jeunes, tu vas leur donner du temps de glace. Euh, de ce qu'on a pu comprendre, Kent Hughes est à la recherche d'un gros deal. Mais bon, qui est-ce? C'est Matthew Significatif, c'est Nice. ça qui a été dit aussi. Ouais, Matthew Nice, Robert Thomas. J'ai entendu à travers les branches certains amis qui travaillaient dans les confins de la Ligue parler de Simon Nemec, peut-être, défenseur droitier, qui aurait été quand même une bonne idée. Bref, on ne saura jamais probablement, à moins que ça se fasse cet été. Mais c'est la seule équipe qui n'a pas fait de transaction. Je ne suis pas contre. Je suis pas contre. Ça me... L'année Vaut dernière, mieux pas de on a transaction qu'une vu. mauvaise transaction. Non, effectivement, mais tu sais, l'année dernière, Suzuki a même dit à Kent Hughes de ne pas faire de transactions, de leur faire confiance. Ils ont fini la saison très fort. J'ai hâte de voir C'est pas le même s'ils vont contexte, continuer là, comme par ça. contre. Là. C'est sûr. C'est pas le C'est même sûr. contexte. Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, le nombre d'équipes, c'est pas parce que tu es en série que tu dois faire une transaction pour essayer de t'améliorer. J'ai l'impression que ça arrive rarement que c'est positif pour les équipes qui font ça, surtout les joueurs de location, là, d'échanger un choix de deuxième ronde pour un joueur qui reste 20 matchs et des séries. J'ai de la misère à voir là, quand tu es dans une équipe qui est dans les séries, mais pas nécessairement dans le top 5 des équipes qui ont plus de chances de gagner, de faire ce type de transaction-là. J'ai bien de la misère à voir l'effet positif que ça peut avoir. Oui, exact. Voilà.
C'est la seule équipe qui n'a pas fait de mouvement en 2026. Avant de commencer par la première transaction, juste vous dire un gros merci à tous les auditeurs de nous suivre sur les médias sociaux, de commenter sur nos clips, sur nos vidéos YouTube. Continuez le plus possible, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir, surtout depuis qu'on a accueilli Maxime Vanout qui nous a aidé un tout petit peu. Mais pour vrai, même depuis, vous nous suivez. Fait que continuez, allez nous suivre Instagram, YouTube, TikTok à 100 Pool Podcast, 100% Pool, vous allez nous trouver. Ça nous fait plaisir de vous donner du contenu. On veut revenir en force en plus l'année prochaine. On a beaucoup de contenu déjà préparé qu'on a bien hâte de faire cet été parce qu'il va y avoir d'autres mouvements cet été. Mais première équipe, J'espère. j'espère qu'il va l'avoir cet été. Première transaction. Tu disais qu'il y a eu plusieurs joueurs de location, que c'est faut pas trop payer pour des joueurs de location, mais il y a des gros joueurs qui ont bougé, qui ont du terme sur leur contrat. Et le premier qu'on va analyser aujourd'hui, c'est le dernier trade, le dernier gros trade qui a été annoncé. Nazem Kadri qui a été échangé à l'Avalanche du Colorado. The Colorado Avalanche. Contre des choix, contre Victor Olofsson d'ailleurs. Nazem Kadri, selon toi, il arrive dans un environnement au Colorado où on ne sait pas trop encore comment il va être utilisé. Est-ce qu'il va être utilisé comme le deuxième centre, qui est pour l'instant Brock Nelson, un troisième centre, ou même peut-être à l'aile? Peut-être déjà le premier daily reminder, le daily face-off, mais pour l'instant, il est mis sur une première ligne avec Nathan MacKinnon à la droite de Nathan MacKinnon. Écoute, si pour jouer à la droite de Nathan MacKinnon, je vais vous le dire tout de suite, Nazem Kadri, faut, si vous l'avez dans votre pool, wow, vous êtes des winners, direct. Ben, c'est sûr que Landeskog qui se blesse au même moment que Kadri arrive, ça ouvre la place sur ce premier trio-là. Arturi Lekonen qui est blessé lui aussi. Fait que c'est un peu comme les partenaires de trio de facto de McKinnon à l'exception de Nekash qui est toujours présent. Fait que c'est assez facile de mettre Kadri là. C'est quand même aussi une bonne façon d'intégrer un nouveau joueur que de le faire jouer avec un duo de Nekash et Nekash, là, excusez mon accent tchèque et McKinnon. Sur un deuxième trio, je le vois mal déloger Brock Nelson, qui a une très, très bonne saison, qui joue sur un deuxième trio extrêmement efficace. Peut-être qu'il pourrait s'insérer à la place de Valeri Nichushkin sur la deuxième unité. C'est un joueur qui pourrait bouger. Dans tous les cas, il va y avoir des tractations au niveau du top 6 de l'Avalanche. Dans le fond, les deux éléments que je peux percevoir, c'est on va donner plus de repos à des joueurs comme Lekonen et Landeskog pour s'assurer qu'ils arrivent en série frais et dispo. Donc, s'il y a des joueurs qui ont des petits bobos, Kadri va pouvoir venir combler ce trou-là. Et il va évidemment gruger ces minutes-là en avantage numérique particulièrement. Je ne vois pas comment on ne peut pas utiliser Kadri sur la première unité d'avantage numérique. On va avoir justement Martin Necas avec McKinnon, Kadri, Makar et un joueur supplémentaire qui peut être, bon, ça peut varier entre Nelson. On a utilisé Nichushkin à quelques moments seulement. Lekonen quand même souvent dans le poste de bumper. Fait que je vois Kadri vraiment, sa production va augmenter, c'est sûr. Surtout qu'il y avait un dérèglement statistique avec Kadri, de son pourcentage de tir est vraiment famélique. Donc, pour l'Avalanche, ça va aider. Mais ça va aider Kadri. Ça va peut-être nuire à Lekonen et à Nichushkin. Pour le reste, je vois pas d'impact direct sur les autres joueurs de l'Avalanche. Est-ce que c'est Ross Colton qui va se ramasser sur un troisième trio? Remarque, tu sais, c'est pas un gars qui fait énormément de points non plus. Fait que, il va en perdre 2. Sur 20 matchs, là, la perte de ces points-là va être minime. Là. C'est pas significatif. Ross Colton, dans mon pool de catégorie, je l'avais parce qu'il est très bon il tire vraiment beaucoup. Il va me faire des mises en échec. C'est un joueur qui est le fun quand il y a une belle séquence de points. S'il est pour faire moins de points, il est plus vraiment pertinent pour ce genre de pool-là, s'il n'est pas pour me donner en plus des points. Fait que oui, moi, ça va quand même venir de faire une petite différence. Tu as parlé de l'avantage numérique. Je pense que c'est là où vraiment Kadri pourrait aller chercher encore plus de points. L'Avalanche qui est vraiment pas. Tu croirais qu'avec McKinnon et avec Makar, il y aurait un des meilleurs avantages numériques de la Ligue et pourtant, c'est un des pires de la Ligue. Fait que peut-être qu'avec Kadri, ça pourrait possiblement aider. Je vais être curieux. Je pense qu'effectivement, un Lekonen aurait encore de la place avec Valeri Nichushkin puis Brock Nelson. Ça va dépendre des blessures. Un Landeskog. Mais quand même, je pense que tout le monde va être gagnant au Colorado. Puis il y a quand même l'acquisition de Nicolas Roy aussi au centre du troisième trio. Fait que, je veux dire, l'Avalanche, excusez l'expression très anglophone, mais l'Avalanche est stack. C'est impressionnant offensivement à quel point c'est bien rempli.
Fait que, puis tu sais, bon, on parlait des échanges, on peut parler de l'échange de Samuel Girard, là, on peut juste l'effleurer. Défensivement, ça fait vraiment aucune différence sur aucun joueur, l'absence de Girard. Il était déjà devancé par Makar, par Taves, par Brent Burns sur les missions offensives, même par Sam Melinsky. Fait que, tu sais, à part Josh Manson, qui va peut-être. Ça change rien. Ça change absolument rien. Brett Kulak va juste prendre des minutes de Girard. Fait que aucun impact du côté de l'Avalanche. L'absence de Girard, là, ça va se faire comme du beurre dans la poêle. J'allais dire, est-ce qu'il y a un mot à dire sur les Flames de Calgary? I'm also currently serving a lifetime ban from the Calgary Cavaliers. Mais passons au Oui. deuxième gros échange qui s'est passé, quand même, qui était une grosse pièce. Mackenzie Weegar, qui est passé du côté de l'Utah, du Mammouth. J'aimerais ça, avant d'analyser peut-être Mackenzie Weegar et l'Utah, peut-être parler un mot sur les Flames avec la perte de Mackenzie Weegar, avec la perte de Nazem Kadri. Qu'est-ce qui arrive selon toi? Qui va en profiter de la perte de Nazem Kadri ou qui va vraiment subir vraiment les contre-coups avec Weegar aussi? Ben, en fait, je vais prendre les Flames à la base. Ils ont acquis aussi Ryan Strome. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais ils ont acquis Ryan Strome pour un choix de 7e ronde. Strome qui était, avec les Ducks, qui était tout simplement sur un 3-4e trio, qui n'avait plus vraiment un rôle aussi important que dans les dernières années. Strome fait partie d'un joueur qui a planté un arbre, l'a vu grandir, mais ne profitera pas de son ombre. Et là, se ramasse dans une autre équipe en reconstruction. Pauvre Ryan. Il a fait la même chose avec les Rangers, d'ailleurs. Hein. On est parti des Rangers qui venaient de repêcher la Lafrenière et Kako. Pauvre lui. Pauvre Ryan Strome. Tag à part, ça va pas faire une grosse différence, la perte de Kadri, parce qu'on va le remplacer par Ryan Strome. Évidemment, Strome va se ramasser peut-être là, sur un 2-3e trio. On va monter Michael Backlund, mais c'est très, très mince offensivement. Ce qui me fait croire que sur le top 9 à l'attaque, on l'a déjà rappelé, en fait, Matvei Gridin, ou Gridin pour un camarade, d'ailleurs, Oli, un choix qui a été un choix de premier tour 28e au total là, des Flames en 2024, donc quand même récent. Un joueur qui va très, très bien dans la Ligue américaine et qui a frôlé le point par match à plusieurs reprises cette saison et qui a actuellement un 7 points en 19 rencontres avec les Flames. Ce qui est intéressant avec Gridin, c'est qu'il joue moins de 14 minutes par match et qu'il tire presque 2 fois. C'est quand même, excuse-moi l'expression, mais un heavy shooter, un joueur qui tire beaucoup au filet. Il y a 20 ans pile tapant. Là. Il y a eu 20 ans le 3 janvier, fait que c'est tout récent. Je trouve que c'est un beau joueur à les mettre dans son pool, un joueur de profondeur qui passe un peu sous le radar. Il n'y aura pas beaucoup d'attaques chez les Flames. Je pense qu'un gars comme Gridin fait un peu partie de cette relève. Il en faut des joueurs à un moment donné qui marquent des buts. Est-ce que Coronato va avoir cette opportunité-là? Je ne sais pas. Huberdeau étant blessé. Coronato, je ne l'ai pas encore lancé la serviette. Ouais, moi non plus, Les mais Flames ne marqueront pas beaucoup de buts, mais je pense qu'à l'attaque, un gars comme Gridin, ben, il vient d'être appelé dans les rangs, dans les ligues nationales, dans les ligues majeures. Il pourrait profiter d'un rôle sur un top 6 pour se démarquer et aller marquer quelques points. Défensivement, ben, le départ de Weegar, ça ouvre la porte à Zane Parekh. Je veux dire, on a aussi c'est ça, échangé le exactement. Rasmus Anderson. Quand Anderson est parti, on a dit Weegar va faire des points, mais là, il reste pas grand monde. Donc, Parekh va avoir cette chance-là. Et le deuxième avantage numérique, à ma grande surprise, a été piloté par Kevin Ball. Kevin Ball qui pilotait le deuxième avantage numérique. Il a joué 25 minutes par match, Kevin Ball. C'est comme, pour moi, avec Kevin Ball, j'ai toujours eu l'impression que c'est une version Wish de Kaden Goulet, le plus gros défensif. Il est vraiment pas, il est pas sexy. Quand tu es rendu à mettre Kevin Ball sur ton avantage numérique, c'est triste. C'est vraiment c'est pitoyable à la limite. Non, c'est pitoyable. Mais non, je pense que pour les Flames, ce sont ces deux joueurs-là qui vont être gagnants. Là, je veux dire Gridin et Ball. Et peut-être Backlund qui va avoir un peu plus de temps de glace. Encore là, est-il vraiment capable de produire, même s'il y a plus de temps de glace? C'est une bonne question. Tu sais, pour marquer, il faut que tu sois quand même dans la zone adverse. Fait est-ce qu'ils vont être capables de faire ça, les Flames? Je ne le sais pas. Et donc voilà. Puis le reste, ça va être valeur à la baisse, Dustin Wolf dans les filets. Comment il va faire pour gagner des matchs? C'est dur à croire. Je ne sais pas comment on va faire pour les Flames pour donner un peu de répit. Même Cooley, Devin Cooley, qui a une excellente saison. Il est à un moment donné. 923 de pourcentage d'arrêt. C'est le meilleur de la Ligue en ce moment. Ils vont se On faire leur a poivrer. vraiment Là. pas donné des chances. Ah oui, exact. Ça va baisser assez vite. Là. Puis écoute, Fait pour que- la défensive, Zane Parekh, tu l'as dit,
Écoute, en ce moment, on le met même pas sur le premier avantage numérique. On préfère mettre 5 attaquants. Je sais même pas si on va lui donner les clés directement. C'est pitoyable, la situation des Flames. Mais, je suis pas sûr que c'est plus reluisant du côté de Mackenzie Weegar. Je sais que certains experts du côté de TSN, pour ne pas nommer Jesse Pollock du côté de Bar Down, avaient dit: «Ah, faudrait que l'Utah aille chercher un bon puck moving, un défenseur qui peut faire bouger la rondelle, droitier du côté de l'Utah». Uyghur passe d'une équipe qui va être dans laquelle il était premier sur l'avantage numérique à être derrière des gars comme Sean Durzi et surtout le camarade Mikhail Sergachev. Je vois pas comment il gagne de la valeur en ce moment, Mackenzie Weegar, malgré le fait qu'il est droitier. Sean Durzi est gaucher, Sergachev est gaucher, fait qu'il va peut-être encore avoir du temps de glace beaucoup parce qu'il est le premier droitier, mais il va en perdre beaucoup aussi du côté de l'avantage numérique. Qu'est-ce que tu en fais de Mackenzie Weegar? Moi, je le vois comme un peu even. Tu sais, tu vas jouer dans une équipe qui marque plus de buts, d'avoir plus de chances de faire ses points sur des passes secondaires et autres. D'un autre côté, il va perdre un peu de temps de glace. Sergachev est actuellement blessé, là, il est au jour le jour. Urzi n'a pas été utilisé très souvent par l'Utah comme un joueur ultra offensif. Donc, est-ce qu'on peut avoir un Sergachev, je vais donner un exemple, un Sergachev qui va faire aux alentours d'un 55 points, évidemment, sur une saison complète, avec Durzi et Weegar qui font une quarantaine de points? C'est peut-être ça que ça va ressembler. Je pense pas que sa valeur est à la hausse, mais je ne la vois pas tant à la baisse que ça. Tu sais, en début de saison, c'était pas une très bonne saison Weegar à la base. Là, Ouais, c'est ça. c'est pas une saison super reluisante. Fait qu'est-ce que ça peut vraiment lui nuire? Je pense pas. Pas qu'il me laisse un peu indifférent, mais il va continuer pour des multicats à bloquer des tirs. Ça, c'est sûr que ça va continuer. On va l'utiliser en infériorité numérique. Ça va être le premier défenseur droitier de son équipe. Je pense que peu importe dans quelle équipe il irait, à l'exception de l'Avalanche du Colorado, il serait premier défenseur droitier ou presque. Ouais, Weegar me laisse un peu indifférent en termes de valeur. C'est pas un gars que je ferais tout pour aller chercher, mais si je l'avais dans mon équipe, je le garderais le temps de voir comment ça se place avec une nouvelle formation. Tu sais, dans ces 2 belles années, dans 2024, 2025, 2023, 2024, où il avait eu un pace de 48 points puis de 52, il avait du temps en supériorité numérique. C'est là où il a marqué son 20 buts d'ailleurs en 2023-2024. Lorsqu'il était avec les Panthers de la Floride, il y avait des paces de 45 et de 55 points avant de se faire échanger. Il n'y avait pas beaucoup de temps en avantage numérique. Il y avait du 24 secondes en avantage numérique, mais il commençait à plus jouer. Il commençait à faire du 22 minutes par match. Je pense que dans une meilleure équipe, en tant que premier, deuxième défenseur, mettons, il peut encore revenir puis s'améliorer de son point de son pace de 30 points. Croyez-y en Mackenzie Weegar. Je pense que ça va vraiment l'aider, puis ça va aider un peu tout le monde qui est à côté de lui aussi, là. Vraiment, tu sais, je pense que le fait d'avoir un autre gars qui peut faire une passe, une belle, qui peut sortir de sa zone comme faut, ça va avantager tous les attaquants aussi de l'Utah. Donc, vraiment, belle Absolument. acquisition. Belle Puis je vois acquisition pas pour tant Mackenzie Weegar. le seul qui pourrait peut-être être affecté, c'est Sean Durzi, à la limite, en termes de temps de C'est glace. vrai. Encore là, il va affronter des trios qui sont plus faibles. Peut-être qu'il va être en mesure de plus se laisser aller. Fait que, tu sais, peut-être. Mais si ça l'affecte Durzi, ça va l'affecter de façon, je pense, relativement minime. Tu sais, il ne jouait déjà pas sur le même duo que Sergachev. Il avait Exact. déjà pas le premier avantage numérique. Donc, est-ce que ça va vraiment faire une différence significative? Je ne crois pas. Non, effectivement. Parlant de défenseurs offensifs, prochain joueur qui a été échangé du côté de Saint-Louis. Écoute, là, il y a quelques échanges du côté de Saint-Louis. The St. Louis Blues are now on the clock. On va commencer par Justin Falk, le défenseur qui est passé du côté de Détroit. Quand même une belle prise du côté de Détroit. On a parlé souvent, toi et moi, de Moritz Seider qui était le seul à pouvoir driver de l'attaque du côté de la défensive des Red Wings avec Axel Sandin Pellikka, qui était comme le deuxième offensif du côté de Détroit, mais il y a quand même 20 ans, il est quand même encore très, très jeune, Axel Sandin Pellikka. Je pense que ça peut aider Justin Falk, même si ce sera pas lui quand même qui va être sur le premier power play, mais il va quand même bénéficier d'un déploiement offensif. Mais ça va surtout nuire, je pense, à Axel Sandin Pellikka cette saison. Absolument. C'est lui le plus grand perdant. On a fait le choix d'y aller avec un vétéran qui était capable de générer de l'attaque plutôt que de faire de s'appuyer sur une recrue, une verte recrue en Sandin Pellikka. Sachant qu'on a déjà Simon Envidson aussi, qui est un jeune défenseur de notre brigade. Il y a une seule saison derrière la cravate. Je pense pas que c'est une mauvaise décision d'un point de vue de hockey.
de protéger un peu la recrue, mais c'est sûr que sa valeur pour cette saison est à la baisse. Pour ce qui est de Justin Falk, ça revient un peu au même. Là, je pense qu'à Saint-Louis, il a été barouetté comme premier défenseur sur l'avantage numérique jusqu'à ne pas jouer du tout dans un match. Fait que c'est un peu, c'est un peu éclectique à ce niveau-là. Je suis curieux, par contre, de voir c'est quoi l'impact sur Moritz Seider en soi. On sait que dans les dernières saisons, Seider avait été utilisé vraiment comme un two-way defenseman, donc un défenseur sur 200 pieds de la patinoire. Edvinsson est arrivé, il avait pris quand même certaines minutes en infériorité numérique avec Ben Sherratt. Est-ce qu'on va enlever un petit peu d'attaque à Seider pour la donner à Falk pour assurer une meilleure défensive dans son territoire? Est-ce que Seider va commencer à commencer un petit peu plus de mise en jeu en zone défensive? C'est un risque, je veux dire, pour les propriétaires de Seider en ce moment. Après ça, est-ce que ça veut dire que Seider va devenir un défenseur de 30 points? Jamais. Il ne faut pas virer fou, mais je serais curieux d'avoir l'impact, peut-être dans les 5-6 premiers matchs. Quel est l'impact de l'arrivée de Falk sur les mises en jeu en zone offensive? Mais pour le reste, je pense pas qu'il va vraiment perdre de temps en avantage numérique. Ça a surtout un effet positif pour deux défenseurs des Blues. Je pense que les Blues ont fait leur choix. On a décidé de se tourner vers la jeunesse. C'est Philippe Broberg qui avait le premier avantage numérique lors du dernier match. Et c'est, sur le deuxième avantage numérique, un certain Logan Mayou qui jouait ce rôle-là. On sait qu'il est capable de générer de l'attaque sur cette deuxième unité. C'est pas un très bon distributeur de rondelles, mais un peu à la Sheldon Surrey de la belle époque. Il t'a toute une garnotte, les All McInnes de l'époque. C'est qui avait des gros shots? Jake Brian McCabe avec les Leafs qui avait ce genre de tir-là. C'est ce genre de joueur-là qui va être capable d'avoir une bonne bine à la ligne bleue. Fait que tant mieux si pour les propriétaires de Mailloux, ceux qui y croient encore, peut-être qu'il fallait chercher grappiller quelques points. Mais pour ceux qui ont Broberg, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est un gars qui a déjà été reconnu comme un défenseur offensif. On lui redonne peut-être cette chance-là. Ça veut dire aussi que ceux qui ont Cam Fowler, c'est peut-être le temps d'abandonner. C'est peut-être le temps de l'envoyer aux oubliettes. Il est même Cam Fowler, sérieusement, je sais pas comment on va l'utiliser, s'il va revenir dans les bonnes grâces du côté de Saint-Louis, mais il n'est même pas inclus en ce moment sur un avantage numérique. Tu l'as dit, c'est Broberg et Mailloux. Mailloux, là, pour vrai, je vais vous dire un peu ses statistiques. Depuis le retour des Olympiques, on a commencé à l'utiliser sur un deuxième duo de défenseurs. Il a commencé à jouer du 19, 20, 22, Fowler, 25 minutes avec Fowler. Et il est incroyable. Il tire à 2,83 fois par match. Il frappe à 1,67 fois par match et il bloque 1,5 tirs par match. Wow! Logan Mailloux prouve enfin ce qu'il avait comme potentiel un tout petit peu. Il commence à le montrer. Franchement, l'année prochaine, dans mon analyse des Blues de Saint-Louis, si on continue à lui donner un déploiement comme ça, s'il a un petit salaire pour des poules salariales, il est intéressant. Il va devenir intéressant pour des poules de catégorie aussi. Logan Mailloux, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, là, quand on préparait l'épisode, je pensais pas que ça allait être un des gagnants de cette transaction-là de Justin Falk, Logan Mailloux. Mais chapeau à lui. Écoute, tant mieux. C'est un ancien Canadien. Faut quand même lui donner. Autrement, c'est ça, je pense que ça faisait le tour pour ce trade-là, mais ce n'était pas le seul échange du côté de Saint-Louis. Braden Shen est aussi parti. On l'a échangé contre Jonathan Drouin. Je ne vais pas vous parler, évidemment, là, des choix de repêchage qui ont été inclus. Là. Allons-y joueur pour joueur. Braden Shen va aller du côté des Islanders. Long Island? Long Island! Et Joe Drouin, qui a fait un beau but à son premier match avec les Blues, un beau one-timer. Je pensais pas qu'il était capable de marquer un but, Joe Drouin. C'est un peu chien, là, c'est quand même, là, je l'admets, mais... Autant que toi, dans le fond. Effectivement, pas capable de faire un but pour acheter ma vie, pour sauver ma vie, mais il fait des bonnes passes, faut lui donner. Braden Shen, ça l'ouvre la porte à un Dalibor Dvorsky, par exemple. Il y a Pius Suter qu'on a jumelé sur un deuxième trio en ce moment. Est-ce que tu vois Joe Drouin prendre la valeur? Est-ce que tu vois que Braden Shen va en perdre ou ça va être quand même statu quo pour un peu tout le monde? Ben, les gars ont pas mal le même rôle qu'il y avait dans leurs équipes respectives. Est-ce que ça peut vraiment les nuire? Non. Est-ce que ça peut vraiment les aider à un point où est-ce qu'ils vont devenir encore meilleurs que ce qu'ils étaient? Je ne pense pas. Je pense que Joe Drouin a démontré que pour faire des points, il doit être avec des joueurs d'exception, comme McKinnon. C'est la seule façon qu'il peut être en mesure de générer des points. Puis il est comme pas assez bon par rapport aux autres joueurs. Entre Lekonen et Drouin, t'as mieux Lekonen parce qu'il y a plus
plus de grit. Fait il va faire le même nombre de points, mais avec un apport hors de la feuille statistique, il va amener quelque chose de plus que Drouin n'amène pas. Braden Shen va devenir un deuxième centre probablement avec les Islanders. On va dans cette lignée-là de joueurs vétérans pour tenter d'aller le plus loin possible en série. Je vois pas rien de mal. C'est surtout Dvorsky, je trouve intéressant. Peut-être qu'on va lui donner un petit peu plus de temps en avantage numérique. C'est ce que j'espère. Et peut-être que la valeur de Robert Thomas va encore grimper parce qu'il perd un centre. Mais est-ce qu'elle peut vraiment être plus haute que ce qu'elle est? Ouais, c'est ça. Ouais. Je disais que Pius Suter était sur le deuxième trio, entre guillemets, parce que le troisième sur Daily Faceoff est techniquement Dalibor Dvorsky, Jordan Kyrou puis Jake Neighbors. Si ça, c'est pas un vrai deuxième trio, c'est vraiment ça. Mais Pius Suter qui joue avec Jonathan Drouin et Pavel Buchnevich. Fait que, tu sais, dans le fond, Buchnevich va en perdre un peu. Il y a comme un attaquant qui va jouer avec Pius Suter puis qui va perdre un peu parce que puis même Dalibor Dvorsky, même si on va lui donner un petit peu plus puis qu'il peut bien jouer, ça reste que c'est pas un Braden Shen puis les alliés qui vont être avec Shen, c'était pas le Braden Shen d'avant non plus. C'est sûr, mais il jouait quand même pas mal cette saison, puis il aidait un peu, mais tu sais, un Dylan Holloway qui a repris là où on croyait qu'il n'était plus capable de reprendre, et un Jimmy Snuggerud qui connaît une bonne deuxième moitié de saison, très content qu'il soit retourné sur Robert Thomas, mais ça fait en sorte qu'il y a des alliés, je pense, qui vont peut-être un peu en subir la perte. Joe Drouin, sur Holloway, tu l'as fait une parenthèse. Holloway, il a 17 points en ses 20 derniers matchs. Pour ceux qui en doutaient, moi le premier. Non, en tout cas, on n'a jamais douté. Non, on a douté à un certain moment donné. J'ai douté de tous les joueurs des Blues, je pense, cette année. Fait que c'est normal. C'est normal, il n'y avait pas une bonne saison. Juste quand même dire, Joe Drouin, premier avantage numérique, à regarder, voir ce qu'il va être capable de faire. Mais sinon, comme tu as dit, kiff, des deux côtés. Personne, selon toi, qui va être impacté du côté des Islanders de la venue de Braden Shen? Tellement pas une équipe inspirante, les Highlanders, sérieusement. Tu te dis qu'il y a pas Emil Heinemann va vraiment marquer 20 buts de plus avec Braden Shen? Non. Voilà. Tout simplement. Prochaine équipe, prochain échange. On s'en va du côté de nos rivaux des Maple Leafs de Toronto. Probably not since the Maple Leafs won the cup. Qui, eux, sont vus comme étant les plus gros losers ou presque de la période des dates limites. De la Ligue nationale de hockey. De la Ligue nationale de on va... Oui, effectivement. Mais non, de la date limite parce qu'ils n'ont pas eu des gros retours sur leurs échanges. Scott Laughton, qui est allé évidemment du côté des Kings, on ne va pas en parler parce que pour moi, c'est pas un joueur qui a une grande incidence dans des poules de hockey. Mais Bobby McMann, qui a eu quand même des bonnes séquences du côté de Toronto, du côté des Maple Leafs, avait un bon déploiement du côté des Maple Leafs, s'en va du côté de Seattle. Sans dire que Bobby McMann, c'est un prochain sauveur. Je pense pas que c'est ça qu'on cherchait du côté du Kraken. Je pense qu'on n'arrêtait pas de dire qu'ils avaient plein de deuxième trio, de joueurs de troisième trio, de middle six, dans le fond, des joueurs de moitié d'alignement. Ils en ont juste ajouté un autre. Bravo. Sérieusement, le Kraken, je suis pas impressionné. Mais le seul, puis je pense que du côté du Kraken, ça a un effet sur la valeur de Berkeley Catton, comme tu aimes l'appeler, le Berkeley Catton, sur peut-être Eeli Tolvanen. C'est lui qui va perdre son rôle sur le deuxième trio. C'est sur la valeur de Bobby McMann parce que tu n'as plus accès à un Tavares ralentissant, mais c'est quand même Tavares au ralenti meilleur que Shane Wright à pleine vitesse. Un Austin Matthews, un Nylander, même à Matthew Nice. Je pense que pour McMann, ça a un impact négatif. Le seul que je vois qui s'en sort gagnant de cette transaction-là, c'est ton préféré et mon préféré, Easton Cohen, qui est un joueur que je déteste. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début de l'année, c'est un joueur que je trouve égoïste. Dans le jargon du hockey, c'est un mangeur de puck. Mais c'est le seul qui se voit peut-être dans une meilleure posture parce que c'est à lui qu'on va donner le rôle sur le top 6. Encore là, est-ce que ça va vraiment avoir des impacts? Je le sais pas, mais c'est peut-être le seul que je me dis, McMann n'est plus là, on va peut-être lui. C'est le premier en liste pour avoir plus de minutes. Attends, mais Nicolas Roy qui est quitté aussi, là. Oui, je comprends, mais t'as quand même Mathias Machelli qui... écoute, il y a eu des flashs. Est-ce qu'on va lui faire confiance? À date, c'est lui qui est sur un deuxième trio avec John Tavares, William Nylander. Domi est avec Matthews, Nice. Oh, c'est sûr qu'on va essayer Cohen, mais... je veux juste dire que... Machelli, ça peut être lui. Ça. Effectivement. Toronto, ça va tellement pas bien. Y a-tu vraiment quelqu'un qui est gagnant
Non. Mais oui, McMahon, ça, ça fait juste renforcer l'idée que Seattle est une équipe de deux troisième trio. Tu sais, McMahon, c'est ça, là, c'est un 6e attaquant ou un 7 ou un 8 ou un 9. Là, tu sais, ça dépend du type d'équipe dans laquelle il se retrouve. L'affaire, c'est que je sais pas, il va prendre la place de qui. Là, on va finir là-dessus parce que je pense pas que ça va avoir une grande incidence sur vos poules, mais tu sais, t'as Jared. Je vais vous nommer le top 9 en ce moment, là, puis dis-moi qui sort dans cette équipe-là. Là. Jared McCann, Matty Beniers, Jordan Eberle, Jaden Schwartz, Chandler Stevenson, Eli Tolvanen, Berkeley Catton, Shane Wright, Capo Caco. Qui sort? Ben, moi, je sortirais Shane Wright. Ouais, mais je sais, honnêtement. moi aussi, je suis d'accord, mais Puis je pense que Berkeley Catton va être celui qui va peut-être écoper. Ça va pas super bien pour sa saison recrue. Donc, c'est un des deux jeunes qui va écoper. Ils veulent faire un bout en série. On est allé chercher un vétéran. C'est un jeune qui va écoper. Puis c'est pas Capo Caco qui va partir. Puis je pense que c'est mieux laisser Wright au centre du troisième trio. Puis de sortir Catton, c'est plus traditionnel que de mettre un autre joueur au centre. Et c'est ce qu'il y en est pour Seattle. Quelle j'espère équipe juste. J'espère juste dole. deux choses. J'espère juste deux choses, moi, du côté de Seattle, pour en finir. J'espère qu'on va mettre McMahon avec McCann, parce que ça serait très drôle pour les annonceurs. Et j'espère qu'on ne touchera pas à Jacob Melançon, Melanson, je sais pas comment, si c'est un franco-ontarien ou quoi que ce soit. Le gars qui frappe le plus dans la Ligue nationale de hockey, surveillez-le si vous avez des poules de catégorie. Je prends un mini moment, là. Il frappe à n'en plus finir des 8, 10, 12 fois par match. Il est incroyable. Prochain Un gars échange. d'Halifax. C'est un gars. Ouais, OK, parfait. Bon, tu vois. Jacob Melanson, d'abord. On va y aller comme ça. Prochain. Je parlais d'LA avec Scott Lawton qui a été échangé du côté de Toronto. Allons-y avec Corey Perry qui est allé du côté du Lightning de Tampa Bay. Écoute, le Lightning ne gagnera pas une Coupe Stanley cette année. Voilà, c'est des prédictions, hot take. Ou c'est la fin. C'est la ou c'est fin la du fin. curse de Corey Perry. Oh. Mais non, c'est une ligne sur Corey Perry n'a plus de valeur dans un pool là, hockey, c'est tout. Il y en avait une avec les Kings, mais là, il n'y en a plus. C'est terminé. Et ça, c'est ça. C'est tout. J'ai rien à dire d'autre que sur Corey Perry. C'est la fin de Corey Perry en termes de pertinence dans un pool d'hockey avec cette transaction-là. J'ai une petite question pour toi quand même, pour être sûr que ça pourrait ne pas être, ça pourrait être pertinent. Tu penses pas que Oliver Bjorkstrand, qui est le brother from another mother, qui est avec, qui termine un premier avantage numérique en ce moment, tu penses pas que Corey Perry pourrait prendre sa place? Il aurait peut-être plus de valeur, lui qui est capable de marquer des points sur un avantage numérique. Je sais pas. Écoute, je pose la question un peu de même. Je sais pas si vraiment ça oui, va mais avoir est-ce que Bjorkstrand est vraiment bon sur l'avantage numérique? Non. Il ne fait pas de points quand même. Son Mais rôle n'est justement. pas de la mettre dedans. Son rôle, c'est Mais c'est un d'exister. Il fera lanceur. pas de points. Ouais. Je sais pas. Je serais curieux. Si jamais on met Corey Perry sur un premier avantage numérique, avec tout le talent qu'il a là, je garderais un œil. Ce serait la seule chose. Mais sinon, rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a pas de joueur. Il roule un rythme de quasiment 50 points, Corey Perry. Quand il était avec le Lightning, il avait un rythme de 25 points. Je serais bien surpris que tout d'un coup, 3-4 ans plus tard, quand il est rendu à quasiment 41 ans, il fasse plus de points que quand il était là à l'époque. Dans une équipe qui est presque identique, à l'exception de Stamkos qui a quitté au détriment de Gunzel. C'est un peu ça le switch. Allons du côté maintenant du Wild du Minnesota. Tu parlais que les Colorado étaient rendus stacked, qu'il y avait une grosse équipe qui pouvait prétendre à la Coupe Stanley. Le Tampa Bay aussi. Est-ce que pour toi, Minnesota sont allés chercher des munitions? On va pas parler évidemment de Michael McCarron et d'autres. On va peut-être plutôt parler de Bobby Brink. Oui, Bobby Brink. Probablement l'échange qui pour moi était le plus sous-évalué, le underrated de cette limite des transactions. J'adore cette transaction-là pour le Wild. Je comprends qu'on aurait voulu avoir un deuxième centre. Je comprends qu'on va chercher un autre petit joueur. Là, on s'est débarrassé de Rossi pour aller chercher Bobby Brink. Mais actuellement, là, je comprends que tu vas faire ton daily reminder de Daily Face-Off. Il se retrouve au sein d'un deuxième trio avec Joel Eriksson-Ek et Matt Boldy. Donc, des joueurs très physiques. On a ramené Ryan Hartman sur une première unité avec Kaprizov et Zuccarello. Ça va être un top 6 que je trouve très, très dangereux. Sur le troisième trio, on a ramené les 3 Russes, les 3 camarades. Sup, comrades? Il y a Kortrenin avec Danila Yurov et Tarasenko. Je sais pas, je trouve que Trenin, qui est un joueur super physique aussi, on a vraiment une présence physique sur chacun des trios. C'est une équipe qui est bien montée. Puis je trouve que Bobby Brink peut générer de l'attaque. Tu sais, quand tu joues avec Boldy et Eriksson-Ek,
tu as beaucoup plus de chances de faire des points que quand tu joues avec Noah Cates, puis malheureusement Mishkov, ou peu importe, tu sais, Konechny, c'est les meilleurs joueurs des Flyers. Il n'y a pas beaucoup d'attaques à ce niveau-là. Bon, il n'aura pas accès au premier avantage numérique, on s'entend, mais il va se retrouver sur une deuxième unité avec quand même des joueurs de qualité. Tarasenko, Hartman, Brink, Spurgeon et Faber. C'est quand même pas piqué des verres comme deuxième dable lorsqu'elle joue. Mais j'aime bien cet échange-là. Brink est un rythme actuellement de 37 points. L'année passée, c'était 43. Est-ce qu'il pourrait augmenter sa production? Je pense que oui. Il vient de franchir le 200 matchs aussi. Bon, c'est un joueur de 5 et 8 et on devrait en attendre plus près du 400 matchs pour avoir son explosion. Mais regarde, je trouve que c'est un beau lancement de dés. C'est super intéressant pour lui. Évidemment, ça va faire mal à des gars comme Tarasenko là, qui viennent probablement de perdre leur deuxième. C'est une blessure au sein du top 6. Là, c'est lui qui prenait de la place sur la première unité d'avantage numérique. Là, ça va peut-être être Brink qu'on va lui préférer selon qui est blessé. Donc, j'adore cet échange-là pour le Wild. Et pour les Flyers, je vais te sortir. Je ne sais pas si tu connais le joueur Denver Barkey. Ouais, Denver Barkey. Oui, parce que je trouve son nom magique quand même, Denver Barkey. Ben, c'est lui actuellement qui prend la place de Brink chez les Flyers. C'est un gars qui 11 points en 28 matchs, qui a même pas 21 ans encore. C'est un joueur de troisième ronde en 2023. Il jouait du 13 minutes par match, mais 2 minutes d'avantage numérique. C'est un petit joueur, lui aussi, le 5 pieds 10. Tu sais, quand tu regardes l'utilisation qu'on en fait, c'est qu'on l'a déjà mis dans un rôle offensif avec près de 2 minutes d'avantage numérique par match. C'est Brink qui quitte. Est-ce qu'il peut aller chercher 1 ou 2 minutes de plus à 5 contre 5, puis qui va peut-être lui permettre d'aller chercher encore plus de temps de glace? Je ne crois pas que ce soit impossible. Il jouait en ce moment avec Tepet et Couturier, là, qui était plus le troisième trio. Et on l'a vu avec Cates et Mishkov, qui est un peu plus le deuxième. Il y a eu certaines apparitions avec Zegras aussi. Bref, c'était le joueur que j'aurais à surveiller du côté des Flyers. Peut-être que c'est une belle acquisition à faire dans un farming club, là, de voir qu'est-ce qu'il va faire. Denver Barkey, ça serait mon choix pour les Flyers. On l'a vu dans le dernier épisode avec Maxime Vanout qu'on a roasté ou toasté son pool. On a parlé d'un type de pool avec du farming, avec donc un pool dynastie où vous pouvez aller chercher des recrues. Je suis d'accord avec toi, Denver Barkey, qui est un gars des Knights de London, c'est le genre de joueur qui arrive dans la Ligue nationale et qui est capable de faire une différence. Il a 11 points en 27 matchs pour une première saison professionnelle. En plus, il était 16 en 26 du côté de Lehigh Valley. Écoute, quand il a été repêché, parce qu'on le sait que les recrues du côté des Knights de London, ça n'a jamais un grand déploiement, puis ils les utilisent pas beaucoup. Il avait fait seulement 59 points en 61 matchs, ce qui est quand même très respectable pour une recrue. Il a fait 24 points en 20 matchs en séries éliminatoires et il a explosé les 2 prochaines années où il a gagné la coupe avec les Knights de London, 102 en 64, 82 en 50. Pour vrai, là, je suis vraiment d'accord avec toi. J'irais courir vers Denver Barkey. Si vous êtes capable, vous avez un keeper vraiment gros puis tout ça, là, allez le chercher. Bravo, Guillaume. Wow, c'est une maudite belle analyse là-dessus. Je pense Tu comprendras que j'ai été le chercher ce matin. En préparation d'épisode, j'avais dit, c'est un pas mauvais choix. Puis je trouve que ce genre de joueurs-là, ont le potentiel de se ramasser sur un premier trio ou un top 6 dans les 2 ou 3 prochaines saisons, puis d'aller chercher le 55-60 points, puis de faire qui ça qui fait 60 points? Puis là, ben, tu l'as pour le restant de sa carrière, parce que tu l'as eu très tôt. Là. Sera-t-il le prochain Évangile, le prochain Luke Evangelista, qui était lui aussi un gars des Knights de London? Bobby Brink, juste pour finir, peut-être là, le fait que je suis d'accord avec toi aussi, peut-être regarder cette fin de saison, comment il va faire, puis qu'est-ce qu'il va faire pour peut-être l'année prochaine, Bobby Brink. À l'autre côté maintenant, d'un autre blockbuster trade, celui qui a peut-être surpris le plus le monde du hockey, John Carlson, qui est allé rejoindre Adam Banks et tous les petits jeunes des Ducks d'Anaheim. Je pense que, écoute, on a tellement analysé les Ducks, toi puis moi, cette saison, que ce soit par Mason McTavish, Cutter Gauthier et surtout tous les défenseurs gauchers qui, eux, étaient les grands défenseurs offensifs du côté des Ducks. On vient d'amener un gars là, qui est capable de faire pas un point par match, mais qui est capable de faire un 60, 50, 70 points. John Carlson avec les Ducks, je pense que, est-ce que d'après toi, Jackson Lacombe va
perdre de la valeur parce que c'est lui qui pilotait. Écoute, toi puis moi, Jackson Lacombe, on a eu des bonnes discussions, puis il est dans mon pool encore catégorie, je l'ai gardé, puis il performe encore très, très bien, même en avantage numérique. Il est un des meilleurs défenseurs de la Ligue dans les 2 dernières semaines quand même, là. Est-ce que tu penses qu'il va être peut-être le plus gros perdant? Et surtout, Olin Zellweger, qui lui vient de Ben, perdre peut-être à peu près toute relevancy, toute pertinence pour un pool, là. c'est là que je m'en allais. Le plus gros perdant, pour moi, c'est Zellweger. C'est lui qui va perdre le plus de temps de glace, le plus de tout, parce que Carlson est un joueur qui occupe exactement la case que Zellweger veut occuper, c'est-à-dire un défenseur offensif qui est capable de générer de l'attaque. Zellweger, c'est ça son pain et son beurre, puis il ne sera pas capable de le faire. Ensuite, bon, pour ce qui est de la combe, c'est difficile à dire, parce que là, tu as raison, il y a une séquence extraordinaire, il roule un point par match depuis le troisième quart de la saison, puis il y a 35 points à ses 41-ish derniers matchs. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est soutenable comme type de performance? Soutenable ou insoutenable? Ben écoute, un point par match, c'est insoutenable. Là, il y a un rythme de 55 points. Je pense que c'est ça son plafond. Personnellement, là, c'est comme ça que je l'analyse. Il tire comme pas assez pour aller chercher. Il tire 2 fois par match là, pour avoir le rôle de défenseur numéro 1 offensif dans une équipe. C'est peut-être juste ça qui manque, tu sais. Puis c'est ça que John Carson a dans son coffre à outils. Après ça, est-ce qu'on va vraiment préférer Carson sur un premier avantage numérique tout de suite? Assurément pas. Mais tu sais, on s'entend que Jackson Lacombe, mais pas tout de suite. Je veux dire, il va bien. Tu t'enlèves pas un gars qui va bien. Tout à fait. Mais du moment que Lacombe ralentit, c'est sûr qu'on va peut-être donner la chance à Carson. L'autre enjeu, c'est que défensivement, c'est pas fort du côté des Ducks. C'est Radko Gudas, Jacob Trouba, c'est pas des joueurs qui sont extraordinaires. Donc, est-ce qu'on va donner encore plus de temps tu sais, déjà que Lacombe joue 40% du désavantage numérique, ça peut-tu monter encore un peu comme Sider dans les dernières années, tu sais? Exact. Peut-être, tu dis, je vais mettre Carson en avantage numérique. Fait que c'est comme une histoire un peu à suivre. En ce moment, je pense que Lacombe va rester, mais pour combien de temps, ça c'est la question que je me pose. Parce que Lacombe a comme un rôle parfait de défenseur complet, là, qui peut tout faire. Puis les Ducks pourraient avoir juste un joueur qui joue sur l'avantage numérique, puis ça pourrait faire le travail. Fait que, à voir comment ça va se développer, mais pour le moment, Lacombe, il a une super belle saison. Je peux pas rien dire contre ce gars-là. Il me surprend là, même d'avoir ce type de performance-là. Mais il faut dire que les Ducks sont aussi comme. Je pense que leurs 15 derniers matchs sont comme 13 victoires, une défaite, là, une affaire de même, avec une défaite en prolongation. Tu sais, c'est comme un début de saison, pardon, pas un début de saison, mais une portion de la saison qui est indécent à quel point les Ducks gagnent des matchs. Ça peut vraiment durer, ça aussi? Je pense pas. Fait que c'est un peu tout ça ensemble. Mais c'est sûr que quand tu regardes la défensive des Ducks, Pavel Minchukov, qui n'était déjà pas une très, très grosse recommandation qu'on faisait à 100% pool, je pense qu'on vient on vient de le mettre là, complètement aux oubliettes dans les estrades, de va manger ton popcorn, mon chum, puis attends la Non, transaction ben, cet été. à ce point-là, parce que pour vrai, en ce moment, tu peux garder Pavel Minchukov sur un troisième duo, puis Mais ça sa valeur. sa il y a plus valeur, de oui, valeur. non, tout à fait. Pour un pool de hockey, c'est fini. Jackson Lacombe, peut-être, John Carson n'est pas mis en ce moment sur Daily Face-Off. Fait qu'on sait pas avec qui il va jouer. Est-ce qu'il va jouer avec Olin Zellweger, puis ça va l'aider? Est-ce qu'il va jouer avec Pavel Minchukov ou il va plutôt jouer avec Jackson Lacombe? Et s'il joue avec Jackson Lacombe, même si Jackson Lacombe perd des minutes en power play, un peu comme Mackenzie Weegar qu'on analysait tantôt, jouer avec John Carlson sur un premier duo, ce serait excellent pour sa valeur quand même. Mais sinon, c'est ça. J'ai hâte de voir comment on va l'utiliser. Et juste peut-être petit mot pour Mason McTavish qui rentre sur un troisième trio en ce moment. Ça va très mal de son côté. Mais du côté de Washington, on pourrait penser que Jacob Chikrin, en tout cas, Chikrin? que Jacob Chikrin, voyons, c'est bon, qui serait celui qui serait le plus grand gagnant du côté des Capitals. Mais je vais quand même t'amener un autre joueur peut-être à qui réfléchir. C'est Rasmus Sandin qui, en ce moment, est le premier gaucher, le premier joueur, le premier gaucher sur les duos. Il joue pas mal dernièrement en plus. C'est quand même Jacob Chikrin qui va être. Je vais tellement avoir de la misère. J'en reviens pas. Je suis désolé à C'est tous le les nouveau auditeurs. Warren Fogle. C'est ton, toi, c'est Warren Fogle. Moi, c'est Jacob Chikrin. Rasmus Sandin qui va bénéficier beaucoup
Jack, j'arrête, je suis pas capable. Ce joueur. Ces deux joueurs vont bénéficier beaucoup. Chychrun va jouer beaucoup sur le premier power play. Cole Hudson, qui risque de peut-être qui risque de Ben oui. peut-être arriver à la fin de la saison, lui, va peut-être Ben là. gagner un peu plus de temps l'année prochaine. Ça le confirme quand même un peu l'arrivée de Cole Hudson. Comme défenseur gaucher, il va pouvoir piloter un deuxième avantage numérique. On va laisser Chychrun sur la première unité. Il va marquer encore sa panoplie de buts. Mais je pense que l'arrivée de Hudson, qui était évidente, qui est un prospect qui a une énorme valeur dans le cercle de la Ligue nationale. Je ne sais pas s'il s'appelait Johnson au lieu de Hudson, s'il aurait la même valeur. Est-ce que c'est parce qu'on le compare à son frère et on s'en fait rêver? Bon, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Chose certaine, il frôle le point par match à la NCAA comme défenseur et les Caps le voient gros clairement avec cette transaction-là. Il a quand même régressé cette saison, il faut le noter. Là. Il avait une bien meilleure saison l'année dernière, était peut-être mieux entouré, je ne sais pas. N'a pas eu un aussi gros championnat junior non plus, avec 4 points en 3 matchs, ce qui est quand même excellent, mais je vais être curieux de le voir en effet de son côté. Et ça fait le tour de cet échange quand même qui est marquant. Là. Moi, je pense que ce n'est un qui peut avoir quand même plusieurs effets, cet échange de John Carlson. Alors, du côté de Connor Garland, peut-être petit mot échangé de Vancouver Wing for the Vancouver Canucks. à Columbus, les Blue Jackets. Connor Garland qui, selon moi, va aider quand même les Blue Jackets, qui leur donne un petit peu plus de profondeur. Boone Jenner va quand même soit en subir ou en bénéficier selon qui va descendre. Je pense que Ken Johnson peut perdre beaucoup de valeur parce que La valeur qui y restait, là. de la petite valeur qui pouvait y rester, du petit potentiel, si c'est Garland qui prend sa place, oubliez ça. Il va être relégué pour vrai sur un 3e trio. Et non seulement ça, Garland, on parlait de joueurs de location, avait même pas commencé son nouveau contrat qu'il venait de signer, qui allait commencer l'année prochaine. Et il va le commencer avec Columbus. Donc, il est là pour rester en plus. Non. Chez les Jackets, on a un 3e trio qui est coulé dans le béton avec Salinger, Coyle et Mathieu Olivier. Ce trio-là est ultra efficace. Donc, il faut dire qu'un joueur qui passe du 2e trio va aller sur une 4e unité. Actuellement, c'est Boone Jenner. C'est quand même le capitaine. Pour combien de temps, je ne sais pas. On a mis Garland sur une deuxième ligne. Tu sais, Garland n'aura pas de temps d'avantage numérique là, aussi rapidement. Peut-être qu'il va pouvoir prendre une place. C'est Charlie Cord actuellement sur la première unité. Les Jackets ont un manque de profondeur offensive assez criant. Puis ils vont très, très bien malgré tout. Là. Mais tu sais, Garland, c'est pas un gros joueur. Là. Fait que Garland, Marchenko, c'est pas costaud. En fantasy, c'est pas petit, mais c'est pas reconnu comme étant un joueur super physique non plus. Ken Johnson, c'est pas très gros non plus. Bref, je sais pas à quel point c'est une bonne acquisition pour les Jackets. Mais tu sais, je veux dire, la seule façon pour les Jackets d'acquérir un joueur, c'est d'aller chercher un joueur surpayé qui a une clause de non-d'échange complète et qui ne réussira jamais à échanger pour les 6 prochaines années. Là, ils sont sûrs d'avoir un gars qui reste en Ohio pour 6 ans. Blague à part, il me laisse un peu indifférent. Ça va peut-être avoir un impact positif à Vancouver sur DeBrusk et Besser. Là. Mais tu sais, y a-tu vraiment quelque chose qui va bien à Vancouver? T'sais, vont-tu vraiment marquer plus de buts? Permets-moi d'en douter. Non, je suis pas très... c'est vraiment un échange qui a comme fait un peu des headlines, excusez l'expression. Là. Il a fait un peu la une, mais j'étais comme baf. Moi, personnellement, ils sont en train d'acquérir un joueur de profondeur, puis il n'y a aucun effet sur les Canucks. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup, Connor Garland, pour être bien sincère. Moi, pour vrai, c'est un joueur, au contraire, que j'aimais beaucoup dans le temps, surtout pour des poules de catégorie. Il tire quand même, a toujours son lot de tirs. C'est un gars qui est capable d'atteindre la 20aine de buts. Il a été malchanceux cette saison à 8,4 % de tirs réussis. Je pense qu'il est dans une équipe où il peut peut-être avoir des meilleurs coéquipiers, mais encore là, c'est un gars qui pourrait réatteindre le plateau des 50 points. Peut-être 55 s'il est chanceux, mais pour l'instant, ça ne va pas avoir une grosse incidence du côté des poules. Ça a fait les headlines, je pense que parce que de manière hockey, ça va aider ça va aider les Blue Jackets de Columbus, mais en termes de poules, pas vraiment pertinent. Fait que passons peut-être à Ottawa. Please not Ottawa. Please not Ottawa. Détroit, David Perron qui s'en va du côté, qui Je retourne comprends à pas pourquoi Détroit. j'avoue que je comprends pas pourquoi tu as mis David Perron là-dedans. Honnêtement, là, je peux-tu plus me sacrer de ce trade-là? Ça
Aucun impact. Là. David Perron, c'est un joueur de profondeur qui a plus de valeur dans le pool depuis 2 ans. Il n'y en avait pas à Ottawa, il n'y en aura pas à Détroit. Merci, bonsoir, on passe au prochain appel. Je pense pas qu'il va remplacer Emmett Finney sur un deuxième trio? Non, Fini qui n'est pas fini? non. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. OK, d'accord. Ben, passons au prochain trade dans ce cas-là. Michael Bunting, du côté de Dallas. This guy knows what he's talking about. Ça, avec les blessures qu'il y a du côté des Stars de Dallas, Michael Bunting, qui, selon moi, pourrait avoir un petit peu de place. Écoute, by the way, juste parenthèse pour donner des fleurs à un petit gars de chez nous, Maverick Bourque, qui a enfin du temps de glace du côté des Stars de Dallas, qui joue avec Wyatt Johnston et Jason Robertson, et il marque. Il a retrouvé la touche qu'il avait dans le junior, qu'il avait aussi dans la AHL. On y a enfin fait confiance, on y a enfin donné des minutes, et Maverick Bourque en a profité. Tant mieux, je suis tellement content. Je vais tellement le cibler l'année prochaine si on peut continuer à y donner des minutes. Puis j'espère qu'on va en donner à Michael Bunting, peut-être avec Duchesne et Jamie Benn. Moi, j'espère sincèrement que ça va être ça, son déploiement. Et si c'est le cas, Jamie Benn a recommencé à faire des points un tout petit peu. Duchesne peut être un gars qui peut être pertinent sur un pool de hockey. Je serais curieux d'avoir peut-être ton opinion sur l'impact de Michael Bunting. Tu penses qu'il peut quand même aller en chercher? Puis après ça, on va peut-être regarder du côté de Nashville pour voir qu'est-ce que ça a eu comme incidence. Écoute, Michael Bunting, dans les 8 dernières saisons, il a joué pour les Coyotes de l'Arizona back in the days, pour les Leafs, pour les Hurricanes, pour les Penguins, pour les Preds, puis il va jouer pour les Stars. Qu'est-ce qui se passe? Puis quand tu regardes sa production, elle fluctue selon son utilisation. Quand il joue avec les Leafs, il jouait sur un premier trio, il était capable de frôler 65 points. Ensuite, la saison suivante, il a fait quasiment quand même 50 points. C'est pas loin, 49 à 82. Avec les Hurricanes, on le mettait jouer sur un 2-3e trio. Il a fait un rythme quasiment d'une cinquantaine de points encore. Arrive chez les Pingouins après un échange, quasiment un point par match, parce que quand tu joues avec Sidney Crosby, c'est facile de faire des points. On l'a fait jouer sur un 2-3e trio des saisons suivantes. La régression. Je pense que c'est vraiment un joueur qui, si on lui donne du temps de glace, on lui donne la chance de jouer avec des bons joueurs. Tu parlais de Duchesne tantôt sur un 2e trio. Il peut aller chercher une certaine part de points. Avec les Preds, il jouait dans une équipe qui est relativement faible sur un 2e trio. Puis il y avait une saison d'en haut de 40 points. Fait que, c'est pas, il est loin d'être catastrophique, Michael Bunting. Je trouve que c'est un bon en 6, 7, 8e attaquant, là, c'est pas dans une équipe. Et quand on lui donne ce rôle-là, ben, tant mieux. Il est capable de quand même remplir le filet et d'avoir un bon, un bon déploiement, une bonne production offensive. Bon, en ce moment, on le fait jouer sur un 3e trio. Pour combien de temps? Ça reste à voir. Mais regarde, c'est un beau pari à prendre avec Michael Bunting, je crois. Il faut dire que du côté des Stars, Mikko Rantanen et Roope Hintz sont blessés présentement. Fait que lorsqu'ils vont revenir, ben, écoute, Sam Steele joue avec Matt Duchesne et Jamie Benn, mais si Rantanen et Hintz reviennent, est-ce que Bunting va prendre la place? S'il joue Bunting avec Matt Duchesne qui a 7 points à ses 4 derniers matchs, et avec Jamie Benn, est-ce qu'il est le nouveau Mason Marchment qui avait très bien fonctionné sur un 3e trio avec Tyler Seguin et Matt Duchesne? Bref, je le regarderais bien. Puis Michael Bunting a eu des bonnes saisons d'avantages numériques dans les saisons où, où il a été avec Nashville, Pittsburgh, Caroline, Pittsburgh. Il est allé chercher 17, 21 points en avantage numérique. C'est un gars qui est capable, si tu lui donnes le temps. Je pense pas qu'il va l'avoir du côté des Stars, mais il va quand même tirer son lot de points. Très, très, très intéressant. Du côté de Nashville, par contre, il y a clairement un gagnant. Je vais te laisser l'annoncer parce que c'est ta petite trouvaille. En fait, c'est ma 3e trouvaille de l'épisode. Le premier était ma fille Gridin avec les Flames. Ensuite, il y avait Denver Bradley avec les... Barkey, j'ai dit Bradley. Hein. Parce que j'ai regardé l'écran et je voyais Bradley. Donc, Denver Barkey. Finalement, et les Prédateurs de Nashville, dans le club école, il y a une petite pépite qui s'appelle Ryan Ufko, ou Ufko, m'excuserez ma prononciation, qui est un petit défenseur de 5 et 10, 182 livres, qui a récolté 44 points en 50 matchs dans la Ligue américaine cette année. Clairement, l'échange de Nick Blankenberg vers l'Avalanche, qui a comme objectif de remplacer Samuel Girard,
va ouvrir la porte à un gars comme Ryan Ufko. Déjà, depuis son rappel, il a joué 2 matchs. Là, c'est pas beaucoup, tu vas me dire, mais il y avait le deuxième avantage numérique des Preds et il y a une passe. Présentement, il À est son sur un premier rythme de match. 40 points à son premier match. Blague à part, je pense que c'est un bon petit joueur à aller chercher qui peut nous amener peut-être un 35-40 points. C'est un peu surprenant dans une fin de saison. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Romagnosi n'est pas, n'est pas Attends, dans attends, une. 35-40 points d'ici la fin de la saison? Ben, l'année prochaine, excuse-moi. Ben, dans OK. un rythme de. Ouais, c'est ça, exact. Romagnosi n'est pas. Il n'est pas jeune. Il n'y a rien qui dit qu'il va jouer tous les matchs d'ici la fin de sa saison. Il n'y a rien qui dit qu'il a été blessé quand même souvent dans les dernières années. Ouais, mais il est 25 points à ses 19 derniers matchs quand même. Là. Oui, Il va est bien. capable encore. Là. Mon point n'est pas de dire que Ufko va tasser Yuzi. C'est plus de dire que Yuzi vieillit et qu'Amani va se blesser. C'est plus ça l'argument ici. Peut-être qu'on va vouloir le ménager aussi si jamais les Preds sont en série. Il n'y a rien qui dit qu'on va pas lui donner 1 ou 2 matchs de congé. Tout ça pour dire que Ryan Ufko, je trouve que c'est un bon petit jeune joueur à aller chercher. Il a 22 ans. On cherche souvent des défenseurs pour gagner des poules. Mais là, il y en a un qui peut, un peu comme Nick Blankenberg en début de saison, qui peut vous amener ce type de production-là à un salaire qui est très, 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 très bas pour les poules à masse salariale. Petite trouvaille, c'est un petit échange dans le monde du hockey, mais qui peut avoir un impact intéressant dans vos poules si vous avez des blessés et autres. Ryan Ufko, un petit clin d'œil pour le jeune joueur originaire de la région de New York. Le pire, c'est que je pensais même pas qu'il était allé du côté de Ryan Ufko. Tout de suite, je voulais te faire une passe à palette pour Matthew Wood. Ben Pour j'aurais Matthew pu Wood aussi, excuse-moi. c'est Matthew Wood, en fait. Ben non, c'est correct. C'est juste parce que c'est Matthew Wood qui va prendre un peu la place de Michael Bunting sur un top 6. Peut-être juste un petit point sur lui. Dans ses 2 derniers matchs, il y a 3 buts, en fait, dans ses 2 derniers matchs. On a recommencé à lui donner du 14-15 minutes. Je pense qu'au niveau des attaquants, ça va être Matthew Wood de qui on a déjà parlé dans le balado au début de saison, mi-saison peut-être, là, il y avait eu une petite passe qu'il avait bien joué. Puis après ça, il est retourné à du 7-8 minutes par match. Il était complètement tombé de la map. Perdu de la map? Ouais, Ouais, c'est quoi? Cette expression-là. Mais ça fait en sorte qu'en ce moment, il est avec Philip Forsberg et Luc Evangelista, Luc l'Évangile. Je pense sincèrement que Mathieu Lebois pourrait réussir à avoir beaucoup de points puis il serait vraiment intéressant pour l'année prochaine. Cette équipe-là a des surnoms incroyables pour notre balado. Et Ryan Ufko, comme tu as dit, qui lui va bénéficier de l'échange de Nick Blankenberg, qui lui, tu n'en as pas parlé, mais si on adorait Nick Blankenberg avec Nashville, maintenant, il a tout perdu sa valeur parce qu'on a analysé la valeur du Colorado. On a parlé de Sam Nalinski, on a parlé de tous les autres. Vous ne nous avez pas entendu mentionner Nick Blankenberg. C'est parce qu'on ne sait même pas s'il va jouer sur un top 6 du côté de la défensive du Colorado. Vraiment un des grands perdants des poules, selon moi, Nick Blankenberg. Si vous l'aviez dans un pool salarial parce qu'il était capable de vous donner une coupe de points par-ci par-là à un très bas salaire, ouch. Ouch, vraiment. Maintenant, peut-être le dernier gros blockbuster qui ne s'est pas matérialisé lors de la date limite, mais Artemi Panarin qui a été échangé des Rangers des Rangers de New York aux Kings de Los Angeles. Hello, Los Angeles Kings. Il y a beaucoup d'effets papillons, de dominos, peu importe l'expression que vous voulez utiliser. Il y a plusieurs joueurs qui vont gagner ou perdre de ce trade-là. Peut-être le premier joueur pour toi qui va bénéficier le plus de l'échange du grand camarade? Adrian Kempe. Je pense que ça fait aucun doute, c'est lui qui va en profiter le plus. Premièrement, c'est lui qui n'aura plus la pression d'être le meilleur joueur de son équipe, ni d'être, il va donner. Il n'est pas actuellement le mieux rémunéré, là, il ne le sera plus, mais je pense que Kempe, il vient enfin de trouver un deuxième marqueur dans l'équipe. Kevin Fiala n'a jamais été à la hauteur de Kempe non plus. Byfield ne l'a pas été. Kopitar est vraiment à sa dernière saison. Donc, je pense que c'est vraiment Panarin qui va aller chercher. Kempe qui va en profiter le plus. Je pense que Panarin va en profiter aussi. Je pense que Kempe est un meilleur joueur offensif que des Zibanejad, Lafrenière et Trocheck. Donc, personnellement, je pense que les deux vont en profiter. Et le joueur de centre qui va s'y insérer. Actuellement, c'est Kopitar. Est-ce qu'il peut rattraper un peu de valeur? Peut-être. Sinon, ça va être Byfield.
Somme toute, là, pour les Kings, tout le monde à Los Angeles va voir sa valeur augmenter grâce à l'arrivée de Panarin. Je vais aussi faire un clin d'œil à Brent Clark qui joue de temps en temps d'avantage numérique. Peut-être que lui aussi va gagner des points plus rapidement puis que ça va aider son développement. On sait qu'il a été un peu stagné en termes de prospects là, offensifs à la défense. Peut-être qu'une arrivée de Panarin va l'aider. Peut-être si on décide d'y aller avec 5 attaquants, mais là, c'est tout le monde qui est sur la glace avec Panarin qui va être de meilleurs joueurs. Par contre, il faut juste avertir, là, Panarin n'est peut-être plus le joueur de 100 points qu'il a été aussi. C'est un gars qui a vieilli. C'est un camarade qui a vieilli, d'ailleurs. Je te fais un clin d'œil Oli, là-dessus, mais il n'est peut-être pas le joueur de 100 points. Ça demeure un excellent joueur de hockey, mais il est peut-être. Ne faut pas s'attendre à des miracles non plus de la part d'Artemi Panarin. Andrei Kopitar a 4 points à ses 4 derniers matchs. Il est 5-7 depuis l'arrivée d'Artemi Panarin. Panarin, pour sa part, lui, est à 5 points à ses 3 derniers matchs. Il est sur un rythme de 90 points, ce qui est la même chose que l'année dernière. Tu l'as dit, je pense qu'effectivement, ce n'est plus un joueur du rythme de 100 points. À voir, pour vrai, si ça va cliquer vraiment du côté du côté des Kings. Ça se peut. Je pense qu'effectivement, Andrei Kopitar est vraiment un gars dont on pensait qu'il pouvait partir aux oubliettes. Je ne sais pas s'il a annoncé sa retraite, que c'est sa Oui, il l'a dernière annoncé. saison. C'est Il fait. a C'est annoncé. fait. Je ne sais pas si ça le convainc peut-être de rester l'année prochaine. Crime, je sais qu'on voulait gagner une Coupe Stanley du côté des Kings. Crime, il joue bien avec Panarin, là, avec le Breadman, Monsieur Lepin. Pour vrai, Monsieur Lepin, c'est horrible comme surnom. Je pense que je vais rester sur le grand camarade. La miche russe. La miche russe. Oh, bravo. La miche russe. Fait que la miche russe Artemi Panarin avec Andrei Kopitar, je pense que ça peut. Ben écoute, je sais pas, mais pour vrai, Andrei est un homme nouveau depuis que Panarin est arrivé. Je sais pas. Les Kings vont être commandités par les Résidences Soleil à cette rythme-là. Là. Ça va, là, les joueurs en canne, là, les RPA de Los Angeles. Là, c'est juste que je les vois tellement pas passer encore les grandes équipes de l'Ouest. Il y a une grosse disparité, en fait, du côté de l'Ouest. On pense qu'il y a une parité du côté de l'Est. Dans l'Ouest, là, il y a une division qui domine avec Colorado, Dallas puis Minnesota. L'autre Los Angeles, premièrement, ils sont même pas en série actuellement, là, les Kings. Exact. Puis admettons qu'ils font les séries, je les vois pas encore. Ça va sortir par les Oilers. Les meilleurs joueurs d'Edmonton vont être meilleurs que les joueurs des Kings. Ça va être la même. Puis s'ils sont d'une équipe repêchée puis qu'ils affrontent Colorado, c'est impossible ou presque là, que les Kings sortent l'avalanche. Fait que je vois pas comment ils peuvent le faire. Et le départ de Panarin avec les Rangers, là, pour faire du pouce un peu sur son départ, c'est l'affaire la plus difficile à analyser. On sait que ça va avoir un impact négatif sur un gars comme Adam Fox. C'est indéniable, le défenseur en avantage numérique. Probablement que ça va avoir un effet négatif sur un gars comme Zibanejad qui joue avec Panarin depuis tellement longtemps. Mais pour le reste, est-ce que le temps de jeu qui va être disponible va être une possibilité pour un gars comme Gabe Perreault, par exemple, d'aller saisir cette opportunité-là offensive? Est-ce qu'on va donner plus de temps à Lafrenière? Est-ce que c'est Will Cooley qui va aller chercher plus de temps de glace? Est-ce que on va développer un nouveau joueur? Est-ce que c'est Trocheck qui va aller chercher encore plus de temps de glace offensif? Lui qui a un rôle vraiment de deuxième centre avec les Rangers, même s'il est plus performant que Zibanejad. C'est comme si le départ de Panarin ouvre la porte grande ouverte à dire qui va devenir le meilleur attaquant des Rangers de New York. Et à part, outre Adam Fox, je vois pas un effet négatif sur aucun joueur des Rangers directement. C'est un peu le temps qui va nous le dire. Ça va avoir un impact négatif sur Igor Shesterkin, sur sa valeur, parce que tu perds ton meilleur joueur. C'est difficile de continuer à gagner des matchs. Mais si on regarde offensivement la production des joueurs, à part Fox, peut-être Zibanejad, j'ai la misère à voir quel est l'impact sur l'ensemble des autres. Il va falloir attendre, je pense, un 5-10 matchs pour aller le chercher. La seule recommandation que moi, j'irais faire, c'est un gars comme Will Cooley, parce qu'à l'aile gauche, c'est lui ou Gabe Perreault. Puis Gabriel Perreault n'a pas prouvé qu'il est prêt à avoir un rôle de top 6. Will Cooley, c'est peut-être le seul que je dirais. C'est un risque qui vaut la peine parce que Lafrenière, il n'a pas produit avec Panarin. C'est difficile de croire qu'il va produire ça. Mais Voilà, c'est ça pour les Rangers pour moi. Le pire, c'est qu'en ce moment. Puis t'as pas nommé JT Miller quand même, qui est blessé présentement, qui a pas une très grosse saison. Est-ce que ça va y en donner encore plus à lui aussi? Je vais être curieux à son retour. Parce que je suis curieux pourquoi tu ne l'as pas nommé. Mais en ce moment, la ligne de Will Cooley
Vincent Trocheck puis Alexis Lafrenière jouent très, très bien. Will Cooley a 4 points à ses 4 derniers matchs. Vincent Trocheck en a 5 en 5. Puis Lafrenière, 6 points en 4 matchs, malgré tout. Pour vrai, je vais être très, très curieux de suivre les Rangers puis voir qui va prendre la place. Mais JT Miller a quand même réussi à produire avec les Canucks. Tu sais, l'échantillon de Miller avec les Rangers est correct. Il a commencé très, très lentement, puis il s'est vraiment repris plus que la saison avançait. Mais on sait qu'il est capable de produire dans une autre équipe qui n'était pas une puissance offensive, là, soyons honnêtes. Oui, avec Win Hughes, là, on a Adam Fox. Je comprends que c'est pas le même niveau, mais c'est quand même des joueurs qui sont capables de produire offensivement. Fait que pour moi, JT Miller, ce qu'il fait en ce moment, il va continuer à le faire. Il l'a déjà fait dans le passé dans une autre formation qui n'était pas une puissance de la Ligue nationale. Donc, c'est peut-être juste pour ça que je l'ai pas nommé, là, mais je vois pas d'impact sur JT Miller non plus, ni à la hausse, ni à la baisse. Là. J'ai l'impression qu'ils font juste tout rester pareil. C'est juste les Rangers en général qui vont être perdants d'avoir perdu un gars de même. C'est tout. Peut-être, petit mot, es-tu surpris du fait que Vincent Trocheck n'a pas été échangé? Je vois pas pourquoi il l'aurait échangé. Là. C'est un gars qui a encore 4 années de contrat, 3-4 années de contrat à 5,1 millions. Dans quel monde t'échanges ce joueur-là à la date limite des transactions? Il pourrait aller chercher un package extraordinaire pour Trocheck. Pactole. Ah ouais, un pactole, littéralement. Un pactole, excuse-moi, très beau mot. Félicitations pour le fils de la langue française va venir te voir pour te donner un méritas. Mais pour être Trocheck à 5,1 millions, c'est quel joueur, quel deuxième centre extraordinaire à un très, très, très bas salaire. Non, je suis pas surpris qu'il n'ait pas été échangé. S'il y a un ménage à faire, ça va se faire cet été chez les Rangers. Quand tu regardes leur bottom six, là, écoute, la moitié des joueurs ont des noms qu'on n'a jamais lus dans une formation. Là. Je sais pas si tu connais Yaroslav Schmelar, là. Je savais que tu allais nommer Yaroslav Schmeller. Aucune idée c'est qui. Noah là-bas comme troisième centre, c'est une vraie farce. Là. C'est pas sérieux. Là. Fait que c'est ça. Voilà. C'est ça. Non, mais j'adorais l'équipe des. Les Rangers, j'ai toujours trouvé que c'était un peu injuste, là, un peu comme Vegas, parce que les gars veulent signer là. T'sais. Adam Fox a signé là parce qu'il voulait aller jouer là. Panarin, c'est un peu le même principe. Puis là, je suis comme content de les voir se désintégrer de l'intérieur en me disant, c'est ça qui a. Puis il a toujours fait ça à l'époque. Il y avait les Lindros puis les Gomez de ce monde qui ont signé des contrats qui n'avaient aucun sens. Il y avait Lindros, Gaborik, Yaguer, Gomez qui étaient des grosses vedettes de l'époque. Ça n'a jamais rien donné. Fait que c'est ça. Ils méritent juste ce qui leur arrive. Puis les prochains en liste, c'est Vegas. J'ai envie de terminer l'épisode sur cette belle sur ces belles paroles. Logan Stanley contre Isaac Rosen, Warren Foegele, celui ton préféré, si moi j'ai de la misère avec Jakub Chychrun, puis toi avec Warren Foegele, puis Andrew Mangiapane qui a été échangé à Chicago. Est-ce que pour toi, il y a une incidence sur un de ces gars-là, peut-être un mot pour l'année prochaine ou? Ben, Isaac Rosen, à Winnipeg, il n'y avait pas beaucoup de jeunes attaquants. Peut-être qu'on va lui donner une chance. Who knows? Ils ont vraiment beaucoup de difficultés avec les buts secondaires, le secondary scoring. Peut-être qu'Isaac Rosen, on va lui donner la chance sur un top 6. Je vois pas pourquoi on ne le laisserait pas. Il va quand même bien dans la Ligue américaine. C'est possible que ce soit un late bloomer. Bonne question. Warren Foegele, je l'ai dit du premier coup. Warren, avec Ottawa, je pense qu'il peut pas faire pire qu'avec les Kings. C'est un gars qui peut dépanner des fois sur un top 6. Fait que s'il y a un blessé, c'est quand même pas impossible qu'à Ottawa. Vraiment, vraiment à suivre. Andrew Mangiapane, est-ce qu'il peut jouer avec Connor Bedard? En ce moment, c'est Ryan Green qui joue sur le premier trio. Est-ce qu'on pourrait mettre Mangiapane? Peut-être. Peut-être que ça pourrait l'aider à redorer son blason. Je dis peut-être là, en majuscule, en bold, de souligner. C'est ça. Là, c'est pas en comics sans MS 44. C'est comme vraiment, vraiment pas quelque chose sur lequel je mettrais ma maison sur une hausse de production de Mangiapane. Mais c'est ça. Isaac Rosen, c'est peut-être le seul qui me ferait de l'œil en disant c'est peut-être un risque que je prendrais. Mais tu sais, je suis pas sûr que dans un pool d'hockey, je prendrais un risque avec Rosen, Ufko, avec Barkey, puis avec Griden. Je les aurais peut-être pas toutes dans mon équipe, à moins d'être en rebuild. J'en essaierais un, puis j'espérais que ça tourne du bon bord. Ce sera des noms à surveiller pour l'année prochaine. Et c'est ce qui fait le tour de cette date limite des transactions, des gagnants, des perdants. Selon vous, les poolers, c'est qui les grands gagnants puis les grands perdants de vos pools? Allez nous écrire sur
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On est partout à 100 Pool Podcast, à 100% Pool. Ça va nous faire plaisir. Ça nous fait toujours plaisir, anyway, de vous lire. Abonnez-vous. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis ça nous aide vraiment beaucoup aussi pour faire plusieurs contenus qui vont suivre. Et on espère sincèrement qu'on va vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les poolers. Merci Guillaume.